Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 16 février 2021. Tout comme la semaine passée, dans cette émission, nous allons faire un focus pédagogique sur les actions qui sont les plus haussières des marchés, notamment les configurations de trend following, et bien évidemment la nouvelle section de notre émission, les fameux GLB pour Green Line Breakout. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une Green Line Breakout, je vous invite à regarder la dernière partie de l'émission du mardi 9 février 2021 avec l'explication de ce concept et une quinzaine d'exemples. Nous verrons également des exemples dans cette émission. Sans plus attendre, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Vous êtes donc responsable de vos trades. Comme tous les mardis, donc on se retrouve pour cette émission Les marchés en action, un point complet sur l'ensemble des marchés. Je vous rappelle également que tous les matins, vous pouvez retrouver le morning meeting d'Anthony Bondin, version écrite et version audio. Même chose pour Planète Bourse, vous pouvez la retrouver au quotidien, la revue de presse de Roxane Nojac, et vous avez la vidéo sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur le site internet de Zone Bourse, et un audio également disponible. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que les audios de notre émission, Les marchés en action, sont disponibles sur Deezer, Spotify, Google Podcast et que vous pouvez donc les écouter en vélo ou en voiture en allant au travail le matin. Au sommaire de cette émission, on va faire un focus marché relativement rapide puisque la plupart des actifs n'ont pas beaucoup bougé depuis la semaine dernière. En termes de news, c'est relativement pauvre. Nous allons faire un focus top flop avec pas mal de graphiques. Vous m'avez dit que ce top flop vous aidait bien à comprendre ce qu'il se passait sur les marchés à l'heure actuelle. On va faire une première partie d'émission relativement courte comme la semaine passée pour pouvoir faire un focus pédagogique sur les graphiques dans un second temps. Alors, focus marché, c'est pas compliqué, on prend les mêmes et on recommence. Nouveau record historique de tous les indices américains, toujours soutenu par les espoirs d'un plan de relance de 1900 dollars qui pourrait soutenir bien évidemment la consommation et les sociétés américaines. Vous avez également les chiffres du Covid qui reculent fortement aux États-Unis avec un nombre de contaminations journalières et de décès journaliers qui ne font que baisser. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles et les opérateurs se focalisent là-dessus. Nouveau record historique du DAX hier en clôture, alors que les indices américains étaient fermés, les indices européens ont opéré une sorte de rattrapage. Le CAC 40 était à la fête hier, puisqu'il a réussi à casser les 5720 points, c'est plus haut annuel de début janvier, et il est monté tout droit à 5800 points sur la zone du gap Covid. Souvenez-vous, en mars dernier, on était autour des 6000 points et puis d'un coup, on a eu le choc de Covid, une sorte de prise de conscience. On a ouvert avec un gap de 3% à la baisse autour des 5800 points et nous voilà donc de nouveau sur cette zone de prix. Les campagnes de vaccination avancent à bon train, ce qui rassure les opérateurs. On est maintenant à 45% de vaccination à Israël où les chiffres sont très encourageants et on a également des chiffres très encourageants aux États-Unis où, je vous le rappelle, depuis la semaine dernière, on a eu plus de vaccinés que de personnes testées dans le pays. Concernant les résultats d'entreprise, ils sont de bonne facture. Je répète ce que j'ai dit la semaine passée, les attentes étaient relativement faibles, les résultats d'entreprise battent le consensus. Lorsque les résultats passés ne battent pas le consensus, les opérateurs se focalisent sur l'avenir en se disant que de toute façon, 2021 devrait être une année de forte croissance et on a donc des espoirs que les chiffres, s'ils ne sont pas bons pour l'année 2020, seront bien meilleurs en 2021. Et puis on notera aussi des stratégies de certaines entreprises pour garder leurs actionnaires. Je pense notamment à Crédit Agricole qui va distribuer 66% de son résultat net et ainsi permettre aux opérateurs de profiter d'un rendement de 8% sur son action. Donc on a là une bancaire
qui a des résultats corrects, un petit peu supérieurs aux attentes, et qui, pour garder une sorte d'attractivité, redistribue fortement ses bénéfices à ses actionnaires qui lui font confiance afin de les garder en 2021. C'est toujours la fête sur les valeurs trend following qui continuent d'exploser ces derniers jours. On verra de nombreux exemples dans la partie graphique. Les opérateurs profitent tant que la musique bat son plein. C'est un peu les chaises musicales en ce moment. Tant que la musique va, tout le monde achète, tout monte. Simplement, n'oubliez pas de temps à autre de prendre des bénéfices par principe lorsque vous gagnez 20, 30, 50% sur une action qui est montée très rapidement. Et ou de remonter vos stops de protection. Et encore une fois, on verra des exemples graphiquement, comment remonter un stop ou le placer pour ne pas simplement sortir d'une action sur une latéralisation ou des prises de bénéfices, mais uniquement sortir lorsque l'action se retourne et pas à la moindre respiration. Le pétrole a atteint les $60, c'était mon objectif pour 2021. On est remonté fortement de 35 à $60 soutenu par les espoirs de reprise économique, la baisse des stocks de pétrole. Et puis là, on a un paramètre supplémentaire qui est venu booster les cours et les faire monter au-dessus de $60 hier. C'est le grand froid qui touche les États-Unis et qui fait que la production de pétrole est en nette baisse à court terme. Pas de grands mouvements sur l'or et l'argent qui restent soutenus à moyen terme, mais plutôt neutre à court terme, neutre baissier pour l'or, neutre haussier pour l'argent qui surperforme un petit peu. Quant au Bitcoin, toujours haussier, toujours soutenu par une adoption historique, de plus en plus de personnes à travers la planète qui l'utilisent. Et puis bien évidemment, PayPal qui l'utilise, Tesla qui en achète, Visa et Mastercard qui parlent de le rendre utilisable dans les paiements à travers l'ensemble de la planète, des fonds d'investissement, Grayscale qui continue de se renforcer sur le Bitcoin, mais surtout sur l'Ethereum ces dernières semaines, et JP Morgan et d'autres banques qui revoient à la hausse leurs objectifs à 100 000, 150 000. Donc voilà, ça y est, on n'est plus dans le scepticisme, on est dans l'adoption. Est-on dans l'euphorie ? Je ne sais pas. Toujours est-il que tant qu'on aura de plus en plus de grands fonds, de grandes banques à travers la planète qui se mettront à en acheter ou à dire que ce sera utilisable, eh bien le Bitcoin profite justement de ce mouvement. On va passer à la partie top flop et vous allez voir des graphiques aussi qui expliquent l'environnement un petit peu particulier dans lequel nous sommes. En fait, on est dans un environnement où les opérateurs sont très positifs pour l'année, puisque l'année 2020 a été particulièrement mauvaise, donc 2021 ne peut être que meilleur. Il faut savoir, et c'est une chose dont je ne vous ai pas parlé encore, et puis j'ai pas de graphique pour l'imager dans le top flop pour pouvoir vous en parler, mais j'ai lu une analyse qui dit qu'en Angleterre, avec le confinement, ce sont 150 milliards de livres qui ont été économisés, mis de côté par les particuliers. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on a ça dans tous les pays, Allemagne, France, Italie, Espagne, Angleterre, etc., il y a eu une baisse de la consommation, il y a eu une épargne plus grande, il y a eu des craintes de la part des particuliers avec ce Covid qui vient directement toucher le tissu économique. Simplement, si et seulement si on arrive à vacciner les populations, à reprendre notre vie normale, à réouvrir les restaurants, le tourisme, etc., les économistes s'attendent à un effet rebond absolument énorme, et peut-être même à 1 ou 2 trimestres de croissance de plus de 10%. Donc c'est pour ça que les marchés actuellement montent aussi haut, aussi fort, parce que les chiffres de vaccination montrent que le Covid recule, et on a de plus en plus d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a des réserves de cash qui pourraient aller dans les marchés bien évidemment, et puis qui pourraient aller dans la consommation, dans la relance de l'économie, et qui pourraient donc valider les espoirs d'une forte reprise économique en 2021. Alors on va regarder aussi d'autres facteurs qui viennent soutenir ces marchés actions. Ici à gauche, vous avez les flux entrants et sortants sur le marché actions en données mensuelles en milliards de dollars. Et qu'est-ce que l'on peut constater ? On peut constater que
on n'a jamais eu autant d'argent qui rentrait dans les marchés à un instant T sur les derniers trimestres. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce graphique, c'est de voir que depuis 15 ans, les flux entrants et flux sortants battent des records historiques en permanence. Parce qu'on a de plus en plus de monde sur le marché action, on a de plus en plus de liquidités sur le marché action, l'immobilier est relativement cher et peut-être illiquide, les obligations ne rapportent plus rien, et donc les opérateurs sont à la recherche de rendement. Or, aujourd'hui, le seul marché qui offre un rendement, de la liquidité, une possibilité de pouvoir rentrer, sortir du jour au lendemain, contrairement à l'immobilier, c'est le marché action. Et donc, partant du principe que la crise est derrière nous et que l'année 2021 allait être une forte année de croissance, on a des records de flux entrants dans le marché action et c'est ce qui explique cette forte hausse. Et on a aussi dans ce flux des records d'entrants de particuliers en termes d'ouverture de compte aux États-Unis et en Europe, en termes de flux, et puis surtout en termes de levier, puisque, on l'a déjà vu, ce sont des particuliers aux États-Unis qui tradent avec des options, donc avec du levier, et ça déplace des sommes folles et ça donne un soutien supplémentaire au marché actions. D'ailleurs, vous pouvez voir graphique de droite qu'on est vraiment dans de l'historique, puisque hier, on n'a jamais eu autant de titres du Nasdaq et du NYSE qui inscrivaient de nouveaux records historiques. En fait, c'est pas la moitié ou un tiers du marché qui est à la fête. C'est l'ensemble des actions qui sont à la fête. Les SMIL, les small cap, les mid cap, les grosses capitalisations, les valeurs shortées, tout monte. Tout monte et dans des proportions absolument historiques, ce qui est dû bien évidemment à cet afflux de liquidités. Ici à droite, vous avez un graphique qui vous montre justement l'épargne faite par les particuliers américains à certaines périodes, le stimulus en gris donné par l'État et les comptes Robinhood. Robinhood, vous savez, c'est le courtier aux États-Unis qui permet de trader pratiquement gratuitement. Enfin, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, ça on le sait bien. Et en fait, ça nous montre quoi? Ça nous montre que quand les Américains touchent un chèque, ils le mettent de côté et ils le mettent en fait de côté dans les marchés. Et ils achètent des actions et ça fait encore tout monter. Or, comme vous n'êtes pas sans le savoir, on attend un nouveau stimulus. On attend un stimulus de 1900 milliards aux États-Unis et des chèques envoyés à toute la population. Donc c'est aussi pour ça que les marchés montent ces derniers temps, parce que les marchés anticipent qu'il y a encore un afflux de cash qui va rentrer dans les marchés et qui va continuer d'alimenter la machine haussière. D'ailleurs, cette ultra-liquidité dans les marchés, aussi bien au niveau des pros que des particuliers, elle se retrouve dans les cryptos, puisque la capitalisation boursière mondiale de l'ensemble des plus grosses cryptos, c'est pas l'ensemble des cryptos, dépasse 1000 milliards de dollars. Le Bitcoin, je crois, n'est pas loin il doit être à 800 milliards de dollars. Ajoutez à ça le top 10, on arrive à 1050, soit le graphique actuel. Et si on prend l'ensemble des altcoins plus le Bitcoin, je crois qu'on est autour des 1200, 1300 milliards. Donc vous avez des particuliers qui prennent les chèques et qui, aux États-Unis, achètent des actions. Et vous en avez d'autres qui achètent des cryptos. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un phénomène d'ultra-spéculation actuellement sur les marchés. Ne me demandez pas si c'est le début ou la fin. Le concept de la bulle, c'est qu'il est impossible de savoir quand elle va exploser. On sait que ça sent le savon, on sait que ça dérape, mais on ne sait pas quand ça va exploser. Je vous parlais justement ces derniers mois de l'augmentation des volumes sur le marché options aux États-Unis qui monte très fortement. Et on peut voir que les volumes sur le S&P 500 baissent, par contre les volumes explosent sur les penny stocks. Donc en ce moment c'est la fête, les actions les plus vendues rebondissent, les petites actions rebondissent, les actions à 10 centimes, 20 centimes, voire même quelques centimes. Les opérateurs en fait sont à la recherche de performances absolues, ils vont donc aller sur des actions risquées, des penny stocks, des biotech, des actions délaissées, des actions survendues. Et ils vont s'emparer en fait de n'importe quel dossier, parfois pour des raisons obscures ou totalement spéculatives, ou bien pour en faire baver les fonds d'investissement qui étaient vendeurs dessus.
Et donc voilà, c'est toujours les chaises musicales, il y a du cash, la musique bat son plein, donc on continue d'acheter, on continue de faire monter. Faut tout simplement espérer ne pas être le dernier acheteur et se retrouver sur des dossiers qui ne valent rien et qui viennent de prendre 3000%. Graphique de droite, c'est la même chose, c'est le nombre de millions de contrats tradés sur le marché options aux États-Unis. Et là, on est passé de 10 millions de contrats début 2020 à 26-27 millions de contrats tradés actuellement. Donc voilà, on a du levier, on a du cash et en plus on utilise le marché option pour décupler les gains comme les pertes. Alors tant que ça monte et que c'est des gains, ça va bien. Le jour où, le jour où la mer se retirera, nous verrons alors qui se baigne nu. Conséquence de cette ultra-liquidité, de cette montée forcée, soutenue artificiellement par les banques centrales et les plans de relance, le VIX, qui est le Volatility Index, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelle aussi l'indice de la peur. Le VIX, en fait, a tendance à monter quand il y a des tensions sur le marché action. Donc à chaque fois qu'on a une baisse du marché action, on a une poussée sur le VIX. Et lorsque tout va bien dans le meilleur des mondes comme actuellement, le VIX retombe. Il est actuellement sur les 20 points. Il est sur les plus bas depuis l'accident de mars dernier. Sous les 20 points, c'est l'extrême complaisance. C'est un marché très peu volatile, haussier, qui monte petit à petit, jusqu'à ce qu'à un moment, le VIX trouve un support qui est de nouveau des tensions pour X ou Y raison et qu'il reparte à la hausse. Donc pour l'instant, on est dans un doux rêve. Et d'ailleurs, on peut le constater ici sur le graphique de droite, plus personne ne short sur le marché américain, sur le S&P 500. Il y a très peu de couverture. Voilà, tout le monde est à l'achat dans le meilleur des mondes. Enfin, je voulais vous montrer ici un graphique de gauche qui montre que parfois les moyennes historiques c'est intéressant. C'est un graphique qui m'a permis aussi de revoir ma copie en fin de semaine dernière. Donc je vous rappelle qu'en milieu de semaine dernière, le CAC avait touché les 5720 points. Donc tout comme au mois de janvier, lorsqu'il avait touché les 5720 points, j'étais dubitatif, un petit peu prudent. Donc j'avais opéré ce qu'on appelle une couverture. Qu'est-ce qu'une couverture? Ça veut dire que je reste globalement haussier sur le marché action, je reste globalement à l'achat. Simplement, je vais prendre une position vendeuse sur le 440 par exemple, à 5700-5710 points. Comme ça, si l'indice monte et passe sa résistance en force, eh bien mes actions montent et ma couverture me coûte, un peu comme une assurance incendie pour votre maison. Si tout va bien, que votre maison ne brûle pas, votre assurance vous coûte, mais la maison va bien et elle continue de s'apprécier, donc là c'est pareil. Si par contre le CAC baissait, mes actions auraient baissé, mais ma couverture m'aurait rapporté de l'argent et aurait comblé ce manquement sur les actions. Mercredi dernier on a baissé, jeudi dernier on a baissé, vendredi dernier on a fait un petit creux sur les 5630 points me semble-t-il. J'ai constaté que le marché tenait très bien, qu'on n'avait pas de mauvaises nouvelles, qu'on avait un jour férié lundi, que le marché tenait particulièrement bien. J'ai donc coupé ma couverture sur le 440 comme je vous l'ai annoncé sur Twitter vendredi à 5670 points. Donc j'ai fait un petit gain. J'étais couvert au cas où ça baissait. Ça ne voulait pas baisser, j'ai coupé. Comme je l'expliquais sur Twitter, il ne faut pas avoir de biais sur les marchés. Donc j'ai fait même ce qu'on appelle un cut and reverse. C'est-à-dire que j'ai coupé ma vente sur le CAC. J'ai vu que ça tenait bien et j'ai même acheté du Nasdaq vendredi à 17h avant de partir en week-end. Et puis lundi, je me suis réveillé avec un beau gain et j'ai pris mes gains puisque le Nasdaq avait gagné 1 ou 1,5% en l'espace de quelques heures. Donc tout ça pour dire que une couverture, faut faire attention, faut pas la prendre à n'importe quel prix, faut être prêt à la couper rapidement, faut être prêt à changer de sens. Il ne faut pas avoir de biais sur les marchés, il faut trader ce que l'on voit et pas ce que l'on veut. Tout ça pour vous dire que vendredi, j'étais tombé sur ce chiffre historique. Je suis tombé sur quelqu'un qui avait de la bouteille, 40 ans de marché, et qui me dit « Fais attention, on est à 9 séances consécutives de hausse sur le S&P 500 ». Et du coup, j'ai fouillé un petit peu dans mes stratégistes américains et j'ai trouvé ce graphique de gauche qui montre les occurrences dans lesquelles justement le marché est monté 9 séances d'affilée. Et en fait, ce graphique montre que
Eh bien, monter 9 séances consécutives sur le S&P n'est absolument pas une raison de se mettre à shorter le marché, puisque beaucoup de fois c'est arrivé sur des relances haussières qui après ont continué. Donc dire vendredi dernier qu'il fallait shorter les US parce qu'on était à 9 séances consécutives de hausse, c'était se tromper, se mettre le doigt dans l'œil, car statistiquement, lorsque on a 9 séances consécutives de hausse, c'est que le marché est puissant, c'est que le marché peut donc continuer. À droite ici vous avez un graphique du Wilshire 5000, alors il n'y a pas 5000 actions dedans, il y en a 4800 me semble-t-il. C'est un indice qui représente la globalité des actions du marché américain. Je vous ai montré un graphique la semaine dernière qui montrait que la capitalisation boursière mondiale était équivalente à 123% du PIB mondial, c'est ce qu'on appelle le Buffett Indicator. D'ailleurs, je remarque que tout le monde en a parlé la semaine dernière suite à cela. Et on m'a répondu, oui mais Nicolas, tu devrais faire attention parce que dedans ne sont pas pris notamment les flux. Et puis dedans n'est pas considéré le changement un peu d'état d'esprit des opérateurs par rapport au secteur technologique. Et donc, j'ai voulu chercher ce ratio par rapport aux États-Unis. Et donc, on voit que la capitalisation de l'ensemble du marché américain représente 1,8 fois le PIB américain. Simplement, je dirais que les actions américaines, c'est pas le PIB américain. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les actions américaines que sont Amazon, Facebook, Twitter, etc., font des chiffres d'affaires aux États-Unis, mais ils en font vraiment partout. C'est devenu des entreprises mondiales. Donc il est un peu légitime que les actions américaines soient au-dessus du PIB américain seul, puisqu'elles ont un poids maintenant sur la planète entière. Et puis en plus de cela, bien évidemment, il y a le stimulus qui est déversé aux États-Unis qui change la donne. Donc je dirais pas que ces ratios sont désuets, ils nous montrent un petit peu la folie actuelle. Simplement, cette folie est en partie justifiable par un changement de modèle et par des liquidités déversées par les banques centrales qui sont les plus importantes de toute l'histoire des marchés. Et puis on finit avec une petite note d'humour. À gauche, donc c'est une photo du film Interstellar que j'adore absolument. À ce moment du film, les acteurs sont sur une planète où en fait une heure ou une journée est égale à une trentaine d'années. Et en fait, il y a marqué ici, une heure ici, c'est 7 ans d'investissement sur le secteur value. Vous savez, les investisseurs value, c'est des investisseurs qui vont jouer des changements de cycle et qui vont acheter en bas de cycle des valeurs cycliques, ils vont acheter de l'immobilier, ils vont acheter de l'automobile ou autre. Et ce qu'on peut remarquer ces derniers temps, c'est que les investisseurs value sont un peu à la peine, que les valeurs value ne se reprennent pas tant que ça. Alors que sur les small, les mid-cap, les valeurs américaines, les introductions boursières, les SPAC, c'est la folie furieuse. Donc voilà, c'est un peu frustrant pour les investisseurs value puisqu'ils constatent que les néo-traders, tous les nouveaux arrivants en bourse, achètent tout et n'importe quoi, font des performances absolument hallucinantes. Simplement, c'est pas des choses, si vous voulez, c'est pas un fonctionnement de marché qui est habituel, ce n'est pas quelque chose qui est régulier. Et donc si on investit de la même façon aujourd'hui dans les 10 ans à venir, ça risque d'être plus compliqué. Alors que l'investisseur value, lui, va avoir plutôt des stratégies de moyen long terme qui vont fonctionner quels que soient les cycles et les crises. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un marché particulier, il faut que vous vous en rendiez compte, il faut que vous compreniez que c'est vraiment en ce moment la fête comme jamais cela a été sur les marchés actions. Il faut que vous continuez de vous former, il faut que vous continuez d'utiliser un bon money management, de remonter vos stocks de protection comme il le faut, de ne pas faire de folie et de ne pas aller sur des micro-dossiers, de ne pas vous mettre en danger, de ne pas trader ce que vous ne connaissez pas. Continuez d'acheter des actions haussières, de faire du trend following, de vous faire porter le plus longtemps possible tant que ce marché haussier tiendra. Et puis je finis donc avec ce graphique ici, ce dessin ici à droite de Hedgeye qui est très bon, analyste aux États-Unis, qui montre que voilà, le troupeau avance, les marchés montent et les particuliers courent après. C'est ce qu'on appelle le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, ça veut dire la peur de manquer le mouvement. Le marché est tellement haussier, tout monte tellement vite que
tout le monde achète de tout et court après le papier, ce qui engendre des mouvements haussiers stratosphériques. Mais attention, cela ne dure qu'un temps. On va passer à la partie analyse graphique. Je vais vous montrer la liste du jour. Première partie d'émission en 25 minutes, c'est pas mal. Je voulais appuyer sur certaines choses, donc j'espère que j'ai été compréhensible. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui mettent des pouces bleus sur la vidéo YouTube, tous ceux qui mettent des commentaires, c'est très engageant, ça me fait très plaisir, voilà, tout simplement. Merci à tous de ce soutien incommensurable du lectorat, ça fait vraiment plaisir, j'y trouve mon énergie. Merci aussi à tous ceux qui proposent des valeurs. Et puis enfin, merci de travailler, merci d'écouter les émissions, merci de ne pas poser 50 fois les mêmes questions. J'ai fait une émission spéciale la semaine dernière sur le Green Line Breakout avec une explication, avec 15 exemples. Je vais continuer d'en parler dans cette émission et dans d'autres, mais j'aimerais bien pour ceux qui ne sont pas à la page que vous fassiez un peu vos devoirs du soir, si je puis dire, que l'on puisse travailler dans de bonnes conditions et que je n'ai pas à me répéter en permanence. Allez, c'est l'heure de la pause café et on va se mettre un petit morceau de classique. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre un petit peu de Chopin, tiens. Alors j'ai parfois des personnes qui me posent la question et qui me demandent pourquoi nous gratifier de cette pause café. C'est une private joke, voilà. J'aime bien faire une petite pause pendant l'émission, ça me permet de mettre mes idées comme il faut. Hop. Hop. Donc c'est parfait, j'ai tout qui est préparé pour la suite. Alors, on va passer au graphique. Je constate que j'ai oublié de vous montrer les différents actifs, tout simplement pour vous montrer donc, où on en est sur le marché. Donc mercredi dernier, 5720 points touchés, petite couverture prise. Vendredi, beau chandelier haussier, couverture coupée. Lundi, pour débuter la semaine, on a commencé en forte hausse, soutenu par Vivendi qui prenait 16%, Total qui profitait de la hausse du pétrole et qui malheureusement ne veut pas encore revenir vers ma zone d'achat, mais j'ai bon espoir. Je suis patient, c'est le jeu de la patience. Donc on avait dit que entre 5600 et 5700 points, on était dans un marché soutenu. Au-dessus de 5700 points, on était dans un marché porteur. Donc voilà,
On est dans une dynamique haussière de moyen terme, de court terme. Tant qu'on est au-dessus de 5600 points, franchement, on est tranquille. On peut avoir un CAC qui monte ou un CAC qui latéralise. C'est tout ce dont on a besoin quand on fait du trend following et du stock picking sur le marché action. C'est tout ce dont on a besoin, un marché neutre, pour pouvoir profiter de tendances haussières et de se laisser porter. Donc voilà, un 440 toujours soutenu, une sorte de haut de canal en approche vers 5800 points. Ici à 5850 points, vous avez le gap Covid. Voilà. Donc plus on monte vers 5850, plus on est sur ce haut de canal potentiel plus le gap Covid. Mais bon, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, tant que la tendance est haussière, tant qu'on est au-dessus de 5600 points, on peut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Sur le pétrole, on a atteint les 60 $. On a fait un chandelier hier qui est pas très beau, sorte d'étoile filante. À voir si aujourd'hui on confirme en baissant sous les 59 $, auquel cas je serais un peu méfiant. Vous n'êtes pas sans savoir en suivant mes émissions que ces derniers mois j'étais particulièrement haussier sur le pétrole, mais pour moi c'est un objectif majeur qui a été atteint. Je suis même passé à titre personnel vendeur sur le pétrole hier à 60,50 afin de jouer une petite consolidation. Bien évidemment c'est du trading et mon stop est déjà pratiquement à zéro. Ensuite, on peut regarder l'euro-dollar qui est relativement aussi à moyen terme toujours. En données journalières est plutôt neutre, mais bon, il a réussi à repasser MM7 et MM20, il est soutenu au-dessus des 1,22. On pourrait retrouver les plus hauts à 1,2350, voire même se diriger vers les 1,25 à moyen terme. Si l'euro-dollar monte, c'est que le dollar baisse, ça pourrait être une bonne chose pour les métaux, du moins l'or en aurait besoin. L'or est toujours aussi à moyen long terme, là n'est pas la question, mais l'or doit absolument casser les 1850 puis les 1880 points, 1880 $ dans les séances, semaines qui viennent pour pouvoir relancer sa dynamique haussière. Tant qu'on est dans ce canal baissier, tant qu'on ne casse pas de résistance, ces baissiers ça ne m'intéresse pas. C'est un peu comme sur les actions, tant qu'elles sont neutres, ça ne m'intéresse pas. Si et seulement si on casse une résistance, là on y va les yeux fermés. Les cours de l'argent sont plus soutenus que les cours de l'or, donc c'est intéressant. Si on est long métaux, il faut bien penser à être diversifié et avoir également de l'argent. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les cours de l'argent sont erratiques, font des hausses, des baisses, etc. C'est pas très pratique. Par contre, à moyen terme, ils montent régulièrement. Donc à vous de réfléchir à éventuellement investir avec la méthode DCA, c'est-à-dire en investissement petit à petit, tous les mois ou tous les 3 mois dans le marché des métaux, si c'est bien évidemment un investissement qui vous intéresse. Et puis il reste le Bitcoin. Le Bitcoin, le voici, qui a frôlé les 50 000 $, 40 900 ou 850 ce matin. Bitcoin qui a profité, comme je vous le disais la semaine dernière, de PayPal Effect, quand PayPal s'est mis sur le Bitcoin, l'a accepté. Ensuite, on a eu la cassure des plus hauts historiques. Ensuite, on a eu l'effet Tesla avec les achats d'Elon Musk. Comme d'habitude, c'est du trend following, ça veut dire qu'on achète les cassures et les replis. Et si vous attendez un repli, la zone ici, c'est la zone 40-42 000 $. Ce serait un juste retour sur les anciens plus hauts, une sorte de pullback afin de structurer ce mouvement haussier. Sinon, globalement, à moyen long terme, c'est une superbe tendance haussière. On va passer donc sur le marché action avec tous les exemples du jour. Et sans plus attendre, c'est parti. On commence avec 2 CRSI. Alors j'ai choisi un peu de tout dans les exemples. Vous avez du trading, du trend following, du GLB, vous avez de tout. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le trend following, le concept du trend following, c'est de suivre une tendance. On a la naissance d'une tendance haussière, un titre qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes, puis on a l'accélération de cette tendance haussière, et c'est là qu'on va être intéressé à acheter les cassures de résistance, à acheter les retours sur support, acheter de nouveau les cassures de résistance, comme hier sur 2 CRSI. Donc là, bien évidemment, et c'est rare ces configurations-là, mais c'est superbe, quand on a un titre comme ça qui va latéraliser pendant des mois et qui a un gap ici qui bloque les prix. Donc vous voyez, c'est une entreprise qui s'est cotée autour de 9 € en 2018, 2019, mauvaise année, on chute forcément, et puis on va avoir une période de digestion longue dans un long range canal horizontal, et puis le jour où on en sort, c'est le renouveau en quelque sorte, le retour en force.
Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'objectif théorique, c'est le comblement du gap. Donc quand vous achetez ici la zone des 5,50, 6 euros, la cassure, vous visez en fait un gain qui peut aller jusqu'à 30%, 30-40% relativement rapidement, puis certains d'entre vous joueront même un retour vers le cours d'introduction à 9 euros, et peut-être même que certains d'entre vous voient très loin, c'est-à-dire qu'ils anticipent déjà une GLB, donc la fameuse Green Line Breakout, c'est-à-dire la cassure des plus hauts historiques inscrits pas loin de l'introduction boursière. Ça veut dire à ce moment-là, quand on casse le cours d'intro puis le plus haut historique, qu'il y a un renouveau, un changement d'état d'esprit des opérateurs qui revalorise le dossier. Alors on n'en est pas encore là, mais voilà, c'est un exemple de valeur qui était neutre à moyen terme, qui sort fortement à la hausse. Quelqu'un me disait, voilà, moi j'en ai à 4,50, 5 euros depuis plusieurs mois, on est en train de casser la résistance, que puis-je faire avec mon stop? En théorie, lorsque vous étiez acheteur autour des 5 euros, vous aviez votre stop sous le plus bas récent, sous les 4,30. Maintenant qu'on a cassé la résistance des 5,85 € en force et qu'on s'est envolé de plus de 25%, vous pouvez en théorie le remonter sous les 5,70. Pour ceux qui voudraient encore le remonter, vous avez ici un gap qui a été ouvert aujourd'hui. Soit c'est un gap d'accélération, on le tient et on continue de grimper, soit on retombe. Donc si vous voulez mettre un stop, en théorie toujours, il ne faudrait pas que votre stop, si vous voulez un stop un minimum large, soit au-dessus des 50% du chandelier d'hier. Le chandelier d'hier, c'est un chandelier haussier énorme. Et quand on a un Marabozu, comme ça, un chandelier haussier plein, eh bien les 50% du chandelier font support. Donc pour les très très court-termistes qui auraient acheté les 6 euros en trading hier et qui gagnent 20% au cours actuel, on peut peut-être remonter le stop sous le plus bas du jour en se disant soit ça continue et je reste dedans, soit ça retrace, auquel cas je veux dégager. Mais pour l'investisseur court-moyen terme, le stop en théorie ne doit pas être au-dessus des 6,25 euros. En tous les cas, bravo pour ceux qui y ont cru. Ensuite, Bolloré. Alors Bolloré, elle est fortement montée, soutenue par la hausse de Vivendi. Donc je vous montre Vivendi, la voici. Vivendi qui détient des parts dans Universal Music et qui veut que cette société soit cotée en bourse et qui veut potentiellement s'en défaire d'ici 2021-22. Du coup, ça revalorise le titre Vivendi. En plus de ça, si Vivendi fait ça, elle va récupérer masse de cash pour pouvoir faire des opérations dans le domaine des médias en Europe, ce qu'elle a déjà commencé ces derniers temps. Bolloré, lui, donc, est en embuscade. Il faut savoir que Bolloré détient Financière de Laudet. Financière de Laudet est une société qui détient Bolloré, et Bolloré a des parts dans Vivendi. Donc c'est pour ça que hier, Vivendi s'est envolé et que vous avez vu l'action Bolloré s'envoler et l'action financière de Laudet s'envoler. Pour ce qui est de Bolloré, la voici à moyen long terme. Tendance baissière depuis ces dernières années. Là, on a potentiellement un changement d'état d'esprit qui est en train de se mettre en place. Alors on est sous résistance, certes. Mais si on venait dans les semaines, les mois qui viennent à réussir à casser les 4,30 € sur l'action Bolloré, on sortirait de ce canal baissier de moyen long terme et on pourrait retourner vers 4,75, voire pourquoi pas les 5,35, soit les plus hauts historiques du titre Bolloré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, vu le gap qu'on a ouvert, c'est un gap très puissant. Mais si on revenait tester ou combler en partie ce gap, ce serait peut-être l'occasion de pouvoir se placer sur Bolloré ou sur Financière de Laudet qui a la même configuration, dans le but justement de profiter de toutes ces opérations capitalistiques menées par Vincent Bolloré. Et bien évidemment, sur le site de Zone Bourse, vous avez les explications. Vous allez sur la fiche Vivendi, vous allez sur la fiche Bolloré, vous avez des articles, des explications justement sur toute cette opération capitalistique. Ensuite, Kering. Kering, je l'ai juste pris en exemple parce que je trouvais sa relation à la moyenne mobile 200 assez propre. Vous voyez, on a cassé la moyenne mobile à 200 ici, on est revenu prendre appui sur cette moyenne mobile là, de nouveau ces dernières séances.
vous n'êtes pas sans savoir qu'en analyse technique, la moyenne mobile à 200 séances est une moyenne mobile de moyen long terme qui est très importante. On a tendance à être plutôt acheteur quand on est sur des titres au-dessus des mêmes 200. Et on a tendance sur des belles actions, des beaux dossiers, à espérer des replis sur la MM200 justement pour pouvoir acheter à bon prix avec un stop juste sous le support. Donc ici, si vous êtes investisseur de court terme sur Kering, vous savez qu'il y a un niveau horizontal à 532 euros, couplé à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc en théorie, votre stop peut être placé dessous, car si on casse cette zone, ce ne serait pas de bon augure. L'isogène. Alors l'isogène, c'est de la biotech, c'est spéculatif, c'est sportif. Là, c'est un petit peu plus question mode d'emploi que je voulais vous parler. Donc l'isogène était dans une dynamique baissière assez forte, et puis là vous voyez il y a eu une annonce avec un volume historique. C'est intéressant si vous voulez de suivre les valeurs sur lesquelles il y a des volumes historiques, parce que généralement il n'y a pas de fumée sans feu. On va le voir dans d'autres exemples par la suite. Vous avez un volume historique ici, elle a essayé de casser MM200 puis elle n'y arrive pas et elle revient pile poil, non mais regardez ça comme c'est beau, elle revient pile poil combler son gap. Et son gap, en plus, c'est quoi? C'est ici l'oblique qui passait par tous les plus hauts. Donc vous tracez une oblique, un point ici, deux points ici, le troisième est là. Donc c'est ce qu'on appelle en analyse technique un changement de polarité. Vous avez une polarité baissière sous l'oblique. Vous cassez l'oblique, vous venez revenir tester l'oblique et là vous redémarrez. Ça confirme le changement d'une polarité baissière à une polarité haussière. Ce test ici des 2,24 est parfait parce qu'il permet de combler un gap, et c'est mieux quand on a un gap comblé pour pouvoir repartir à la hausse, de tester l'oblique, de changement de polarité, et derrière c'est haussier. Derrière on repart à la hausse, on recasse MM200, on a de nouveau des volumes, donc tout ça, ça vous alerte. Ensuite, ici, à 2,90 sur Twitter, j'ai marqué « Si on casse les 3,15, c'est un signal ». On a cassé les 3,10. Enfin, c'était 3,10. Du coup, il y a pas mal de gens qui ont acheté à la cassure. Puis, on est revenu un petit peu tester la cassure, on est revenu sur 2,90 et ensuite, on se réenvole. Et certains me disent « Oui, c'est pas toujours facile parce qu'on est cassé, on est revenu dessous, etc. » Vous savez que c'est une valeur volatile. Vous savez que c'est une small cap. Donc, et que c'est en plus une biotech. Donc vous n'agissez pas avec des stops courts à 3 ou 4%, vous prenez de la marge. Si vous jouez une cassure de niveau horizontal sur une biotech neutre, vous jouez une accélération haussière 20, 30, 40%. Donc vous achetez les 3,10 et vous n'avez pas besoin d'être devant, vous pouvez même mettre un ordre d'achat à seuil de déclenchement ou un ordre d'achat comme on me le soufflait dans l'oreillette à plage de déclenchement. Le seuil de déclenchement, vous mettez 3,10, il peut passer à 3,12, 3,15 ou 3,20 s'il y a beaucoup de flux à ce moment-là. Par contre, si vous mettez une plage de déclenchement entre 3,10 et 3,15, vous êtes sûr que l'ordre ne passera que s'il peut passer entre 3,10 et 3,15. Donc peut-être qu'au lieu de mettre des ordres à seuil de déclenchement, vous pouvez mettre des ordres à plage de déclenchement. Ça, c'est à méditer. Donc voilà, on achetait les 3,10 avec un stop de 10%. Et puis même si on a acheté la cassure et qu'on s'est fait stopper le lendemain parce qu'on avait mis un stop très court, comme je vous l'ai expliqué dans l'émission précédente, on y retourne. Le jeudi 11 février, elle redémarre, elle recasse les 3,10, elle recasse les 3,30, donc les plus hauts récents, le tout avec des volumes forts. Donc on a une reconfirmation de signal haussier selon lequel elle veut s'envoler. Et le lendemain, ça confirme. Et le surlendemain, il y a une news et elle atteint les 4,50. Donc là, avec un achat à 3,10, un stop large, vous avez pu gagner jusqu'à 45% de gain en l'espace d'une semaine. C'est quand même énorme. J'espère que vous en avez profité. Et comme vous le savez très bien, quand on a une news sur une biotech, que ça ouvre un peu haut et que ça vend, c'est généralement que ça n'ira pas beaucoup plus haut, à court terme en tous les cas. En plus de ça, elle a un gap sous les pieds ici, entre 3,35 et 3,50. Donc il y a de grandes chances maintenant qu'elle a fait son érection, passez-moi l'expression, entre 2,20 et 2,40 et 4,40 et qu'elle a doublé en l'espace de 10 jours. Il faut aussi se rendre compte du chemin parcouru. Elle pourrait très bien retomber et aller combler son gap, voire même, pourquoi pas, retester la zone des 3,10, 3,20 qu'elle a cassé précédemment.
Donc voilà, on peut jamais rentrer au point bas, même si certains l'ont fait ici sur le creux. On peut rentrer sur cassure avec un stop large. Si on n'est pas rentré ou qu'on a été stoppé sur cette cassure, on peut re-rentrer par la suite. Alors bien évidemment, il y a des actions plus compliquées que d'autres. Il y a des fois ça se passe pas bien, il y a des fois ce sera une perte au final. Mais ici, encore une fois, j'essaie de vous montrer la puissance de l'analyse technique et comment gagner sans stress 30 à 40% l'espace de quelques jours. Métropole TV, donc c'est M6. On a appris le 29 janvier qu'il y avait une partie du capital à vendre. Il y a une grosse concentration dans le secteur des médias en France. On ne sait jamais que Vincent Bolloré soit à la manœuvre aussi sur ce dossier-là. Donc en fait, en achetant Métropole TV, on achète une tendance haussière. Puisqu'on a une tendance haussière court terme qui s'est relancée ici par des volumes historiques. Toujours cette importance des volumes. Quand il y a des volumes, il n'y a pas de fumée sans feu. Les volumes, ça veut dire qu'il y a des gros qui rentrent. Quand il y a des gros qui rentrent, généralement, ils ne sont pas là pour sucer des glaçons. Ils sont là pour faire des gros gains, ils sont là pour jouer des opérations capitalistiques, etc. Donc je vous ai fait une analyse à 14,50, puis à 15,10. J'ai essayé de trouver différents cours d'entrée. Et je vous ai dit, voilà, il y a une tendance haussière qui est intéressante à jouer. Et en plus, potentiellement, au bout, il y a une opération capitalistique avec un rachat d'M6. Elle est à 16 euros. Si demain, quelqu'un doit la racheter, je pense qu'il y aura au moins une prime de 10-15% qui permettra de revenir ici sur les 18-19 euros. Un peu le cours médian des 2-3 dernières années. Donc voilà, je trouve ça intéressant ce type de dossier parce que là, vous ne jouez bien évidemment pas que le graphique, vous jouez la tendance haussière, vous jouez l'attrait du dossier, sa revalorisation, et en plus vous jouez potentiellement une opération capitalistique à terme. Donc je trouve ça très intéressant. NeoEn. NeoEn, c'est l'exemple d'une action qu'on adore quand elle est haussière. Est-ce que NeoEn est haussière en données journalières? Non. Donc, faut-il se presser? Non plus. NeoEn, en fait, fait partie des valeurs vertes. Il y a 3 valeurs vertes que j'adore en France: NeoEn, Albioma, Voltalia. En 2020, c'était vraiment une tendance forte des marchés d'acheter ces valeurs-là. On en a profité, j'espère que vous en avez profité, vu le nombre de fois où je les ai données sur des signaux haussiers. Fin 2020, début 2021, en fait, les opérateurs ont exacerbé les tendances déjà existantes, donc elle s'est littéralement envolée. J'espère que j'ai bien fait mon boulot. En tous les cas, je vous ai prévenu à 70 euros qu'elle était trop haute, qu'elle allait peut-être casser son oblique haussière ici à 66 euros et que ce serait la fin d'un doux rêve à court terme. Par la suite, les mauvaises news s'enchaînent, le secteur est délaissé, les fonds passent vendeurs sur l'action et en plus, les administrateurs, enfin les dirigeants se sont délestés de certains titres tout là-haut à 65 euros. Étant donné le chemin parcouru, c'est pas étonnant. Donc ce que j'essayais d'expliquer sur Twitter et puis dans d'autres émissions, c'est que le but maintenant, c'est le jeu de la patience. Tout comme sur Total, j'ai un jeu de la patience sur NeoEn. Tant que NeoEn baissera, j'ai pas envie de m'y presser. Je vais attendre qu'elle descende le plus bas possible. J'ai un super niveau horizontal à 50,50. J'ai un seuil psychologique à 50 euros. J'ai une oblique qui passe ici en soutien vers 49,80. Donc 50 euros est pour moi le gros niveau intéressant à partir duquel on peut commencer dans une optique d'investissement à acheter du NeoEn, mais qui me dit que sur une mauvaise nouvelle, le renfort d'un fonds ou autre, elle va pas casser les 50 et aller un cran plus bas. Auquel cas, quel est le seuil que je définis comme vraiment très important à moyen long terme? Et là, c'est la moyenne mobile à 200 périodes qu'on était venu tester pendant le Covid, qui était aussi au départ ici en octobre 2019 au départ du mouvement. Donc MM200 au départ du mouvement, test pendant le Covid. Ici la valeur est délaissée et je vous avouerai que j'adorerais que NeoEn, désolé pour ceux qui en ont, mais bon, je peux pas tout faire non plus, j'adorerais que NeoEn continue de baisser graduellement vers 50, voire même pourquoi pas à 47-48 euros, ce qui permettrait d'en acheter encore 10% plus bas que les cours actuels, à proximité des MM200. Ça me permet quoi si j'achète à proximité MM200? Mais ça me permet de pouvoir changer d'avis si au final cette moyenne mobile est violée, si elle est cassée, s'il se passe quelque chose qui ne va pas bien. Or en achetant à proximité de cette MM200, j'achète après une baisse potentielle de 30% des cours. Donc je me donne déjà un bon timing.
Et puis, je me donne une invalidation claire en cas de cassure nette franche avec volume historique de la MM200. Je vois pas pourquoi il se passerait ça sur le dossier, mais au moins, je l'ai en tête. Donc voilà, rien de presse sur NeoN. Au pire, je la prendrai sur retournement haussier. Mais en attendant, je me délecte de la regarder graduellement baisser en me disant plus elle baisse, plus je pourrais l'acheter à bon prix. Et c'est ce qui nous intéresse, acheter à bon prix. Ensuite, Sanofi. Alors Sanofi, elle fait pas rêver, hein, mais il y a une chose qui est stable chez Sanofi, c'est la propreté de ses zones de support graphique. Et vous voyez qu'elle est pile poil sur une zone de support graphique. Voilà. Donc sa consolidation actuelle ressemble un petit peu à ce qu'elle faisait ici. Elle est baissière de la même façon. Donc certains achètent la zone de soutien, le plus proche des 76-77 euros. D'autres attendront gentiment la cassure de l'oblique baissière pour avoir la naissance d'une dynamique haussière de court terme pour y aller. Il y en a qui achètent des zones de prix sans se poser des questions, notamment quand la zone de prix est proche et claire, elle permet une invalidation assez propre. Et il y en a d'autres qui vont acheter uniquement à la cassure. Ensuite, j'essaye d'avancer image SES, image au tag, super tendance haussière, haussière court terme, moyen terme, long terme. Belle valeur de trend following. La seule chose que je voulais dire là-dessus, c'est que l'ancien plus haut historique est ici à 37 euros. Et donc un éventuel retour des prix ici vers 37-38 euros serait le moyen hypothétique de rentrer à l'achat sur repli sur une valeur haussière de moyen long terme. Voltalia. Voltalia, c'est comme NeoN, on l'adore. J'aurais bien aimé qu'elle baisse un peu plus, mais forcément il y a un contrat qui est tombé hier soir, donc elle est soutenue ce jour. Mais je ne désespère pas. Il y a des clients qui me disent oui, mais t'attends des prix relativement bas, ça veut dire que sur certaines tu les as parfois, puis sur d'autres tu ne les as pas. Bah oui, mais moi ça ne m'intéresse pas d'avoir toutes les valeurs en portefeuille, je peux pas en mettre 50 non plus. Par contre, ce que je veux, c'est avoir peu de valeurs en portefeuille, mais à des prix défiant toute concurrence. À des prix qui me permettent de viser un gain potentiel assez élevé, et à des prix où j'aurai un stock de protection qui sera bien placé sous un support majeur. Donc, sur Voltalia, on est neutre à court terme. Certains achètent cette zone des 23 euros là qui tient pour le moment. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, elle va connaître une petite faiblesse. Et elle va revenir sur cette moyenne mobile à 200 périodes, encore et toujours, qui a été testée en 2019, pendant le Covid. Elle a été approchée en octobre 2020. Et de la même manière, j'aimerais qu'on approche les 20-21 euros pour pouvoir acheter du Voltalia à bon prix. Parce que je pense que le secteur des énergies renouvelables va continuer d'être recherché. Je pense qu'à terme, il y aura des opérations dans ce secteur et que certains dossiers seront rachetés. Je ne serais pas étonné qu'un jour, par exemple, Total rachète Voltalia ou NeoN pour continuer de se développer dans le renouvelable. Donc j'ai envie d'acheter ce type de dossier sur repli dans le sens des dynamiques haussières. Et on finit avec la rubrique France pure sur les actions SRD CAC avec XFAB. XFAB, donc exemple, un peu comme 2CRSI tout à l'heure, d'une action qui était baissière depuis un an ou deux, d'une action qui est sortie d'entre les morts, si je puis dire, puisqu'elle a cassé sa moyenne mobile à 200 périodes, dont vous savez qu'elle a une importance capitale. Ensuite, on est sorti par le haut d'un range. Ensuite, on a latéralisé. On est sorti par le haut d'une latéralisation toujours avec des volumes très importants. Ici, cassure des plus hauts de l'année passée, très belle cassure. Accélération haussière, pullback. Donc le pullback, il est fait pour les personnes qui n'étaient pas là à l'accélération, qui n'ont pas réussi à en acheter, à la cassure. Donc il y a ceux qui rentrent à la cassure, qui gagnent 10-20% rapidement, qui sortent. Et puis une fois qu'ils sortent et que ça permet ce retour sur support, là les investisseurs de moyen terme l'achètent 15 jours après la cassure. Puis ils se laissent porter. Et hier, on a cassé les plus hauts annuels. Donc en théorie, on pouvait remonter le stop. Les stops, je vous les ai mis en bleu. Ceux qui avaient acheté ici à 6 ou 6,30 pouvaient placer leur stop sous le gap. Ensuite, quand on a fait le pullback et qu'on est reparti, on pouvait mettre le stop sous le pullback. Et ensuite, quand on a cassé les plus hauts annuels hier, on pouvait le remonter sous les 6,80 €. Donc en théorie, oui, vous avez un stop à 20% des cours, c'est large. Mais regardez, la dernière fois qu'on a perdu 20%, on en a regagné 40 derrière.
Donc voilà, exemple de beau dossier avec à moyen long terme un objectif à 9,50 € si la hausse continue. Si vous en avez, bravo, vous pouvez donc remonter votre stop et sourire. Si vous n'en avez pas, eh bien vous attendrez un hypothétique pullback, comme d'habitude, avant une éventuelle continuation de la dynamique haussière. On va passer aux actions internationales. Là, j'ai pris de tout. Des actions qui m'avaient été proposées par certains lecteurs, des matériaux de base, des secteurs énergétiques, secteurs véhicules électriques, notamment des actions chinoises cotées au Nasdaq. Et c'est des exemples de configuration vraiment technique pour vous montrer ce que c'est qu'un signal haussier puissant. Donc là, vous avez Lavid Holdings, c'est à Amsterdam, société qui investit dans des startups aux dernières nouvelles, société dont les cours étaient complètement peu liquides et endormis. Mais les cours se sont réveillés avec des volumes et ont été confirmés par des volumes historiques. Donc vous avez ici un premier signal, un deuxième signal, et ensuite on fait du trend following. Le trend following, on achète les pullbacks, on achète les nouveaux plus hauts, on achète les consolidations, on achète les relances haussières et on achète les nouveaux plus hauts annuels. Vous avez donc ici une action qui a donné un premier signal, un deuxième signal. Elle pouvait alors attirer votre attention, vous pouviez placer alors des alertes ou des ASD et vous pouviez rentrer donc sur le troisième ou sur le quatrième ou sur le cinquième ou sur le sixième signal et ainsi profiter d'une explosion haussière absolument phénoménale. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en ce moment les petits titres explosent, les petites actions à fort potentiel. C'est une période faste, faut en profiter, ça durera pas. Mais tant que c'est le cas, on essaye de trouver ce genre de configuration qui est absolument hallucinante et qui techniquement est juste parfaite. BE Semiconductor, c'est comme ASM, c'est comme ASML, c'est comme STM, c'est le secteur des semi-conducteurs. Apparemment, il y a des pénuries dans les semi-conducteurs. Bruno Le Maire s'en est offusqué. On a un manque de matériel par rapport à la demande. Encore une fois, tout est fait en Asie, donc on n'a absolument pas la main dessus. Ce qui a donc soutenu les semi-conducteurs, comme je vous l'ai dit, au mois de décembre, étaient soutenus par les espoirs de reprise économique et le dynamisme chinois, et depuis 15 jours par les manques de composants. Donc voilà, c'est un superbe secteur, c'est des actions qui sont magnifiquement haussières. Simplement, au cours actuel, avec les chandeliers que fait le titre, je ne me sentirais pas à l'aise. Donc si je souhaitais me placer sur ce secteur, j'attendrais un trou d'air, j'attendrais un repli, j'attendrais un retour sur des niveaux de prix un peu inférieurs. J'aurais du mal à les acheter à l'heure actuelle, ou bien je sélectionnerais des titres sur des cassures. Et j'aurais par exemple acheté STM à la cassure des 34,90 parce que c'est une cassure propre. Et c'est une cassure qui permet de mettre un stop super serré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les cours continuent de grimper dans le meilleur des mondes, tout va bien, je garde. Mais ça veut dire que si rapidement on retourne sur le support et on invalide la hausse, eh bien je peux sortir très vite. Fuel Cell au Nasdaq, ça c'est juste une valeur qui sort de l'oubli. Alors c'est pas, vous voyez, une cassure de plus haut historique et c'est pas une valeur qui est en GLB puisque son cours d'introduction est bien loin des cours actuels. On va juste appeler ça la renaissance du phénix. En 2018, quand toutes les actions françaises, les small caps se retournaient, j'avais créé un concept qui s'appelait la théorie du jouet cassé, quand on avait une action qui était dans une belle dynamique haussière puis que ça cassait violemment d'un coup avec des volumes historiques. Inversement, en 2019, quand les marchés étaient repartis à la hausse, on avait créé le concept du phénix. C'est une action qui, délaissée pendant un certain temps, va d'un coup sortir par le haut d'une consolidation et faire naître une dynamique haussière, une revalorisation du marché. Et c'est la naissance du trend following, avec des signaux forts, des volumes forts, et ensuite une tendance haussière qui naît. Vous avez ici à chaque fois des replis qui permettent d'acheter, puis des cassures haussières, puis des replis, puis des cassures haussières, puis des replis, puis des cassures haussières, puis des cassures haussières.
Et donc vous avez comme ça sur ces actions les plus haussières de toutes, des façons de rentrer soit sur repli, soit sur cassure de nouveau plus haut, qui permettent d'être très rapidement en gain, qui permettent d'avoir des stops relativement serrés alors que ce sont des dossiers volatiles, et qui permettent donc de faire des grosses performances. Case Mineral, donc c'est une action du secteur des matériaux de base. Ça fait penser un petit peu à ArcelorMittal. Je vous avais en décembre donné deux secteurs qui étaient très recherchés selon les équipes Zone Bourse pour l'année 2020. C'était notamment dans une interview que j'avais fait sur Bismart. D'ailleurs, j'en ferai une autre demain. Et dans cette interview, j'expliquais que et semi-conducteurs et matériaux de base allaient profiter de l'espoir de reprise pour 2021. Et donc voilà, Case Mineral en est un exemple de trend following avec des plus bas de plus en plus haut, des cassures. On a des gaps, on a un gap ici sous ses pieds quand même à 775. Donc pourquoi pas profiter d'un éventuel repli dans cette zone. En tous les cas, si la personne qui m'en a parlé est à l'achat, il vaut mieux avoir un stop sous cette zone de gap au cas où elle est testée avant redémarrage. Ensuite, Li-Auto, donc véhicule électrique, action asiatique cotée au Nasdaq. Donc ici, on a une sorte de GLB, si je puis dire, puisqu'on a une cotation, un plus haut qui est inscrit rapidement, puis on va casser ce plus haut, le retester par la suite. Donc on va dire que ici, on a une GLB, une Green Line Breakout, des mois de latéralisation, enfin quelques semaines de latéralisation, puis une sortie par le haut. Et puis là, depuis, le marché est relativement neutre, posé sur support, donc on attendra d'éventuelles cassures haussières. J'ai bien dit d'éventuelles parce que je ne sais pas si le secteur va repartir. Ce qui m'intéresse, c'est de constater qu'il y a une dynamique haussière, une oblique qui passe par les plus bas. Il y en a qui achètent l'oblique haussière en mettant un stop sous les plus bas récents, et il y en a d'autres qui attendent qu'on sorte du petit range. Il faut que vous utilisiez les mèches, souvenez-vous l'émission de la semaine dernière, ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, voyez là, j'ai jamais autant donné dans une émission. C'est un petit range et ce petit range permet de cadrer la latéralisation à court terme et de ne rentrer qu'en cas de relance de la dynamique haussière, de retour des acheteurs, donc au-dessus des 33,40, ce serait potentiellement un achat. Ensuite, on retourne à Bruxelles parce qu'en Europe il y a des superbes valeurs aussi avec Lotus Bakery, donc là trend following magnifique. Une valeur qui était sortie d'une longue latéralisation de 3 ans juste avant le Covid. Le Covid lui a permis en fait de faire un pullback sur MM200, puis ensuite c'était la fête, c'était parti. Signal haussier 1, signal sur cassure haussier 2, signal encore ici haussier 3, signal haussier 4. À court terme, ça consolide, donc on attend un éventuel retour des prix sur les zones de support pour pouvoir se placer dans le sens de la tendance. Mais vous voyez, ça c'est l'exemple du type de valeur que l'on recherche. Plug Power, notre Gossin américaine, les deux bossent ensemble en plus. Là, on a l'exemple, alors je suis pas sûr, voilà, c'est pas une Green Line Breakout puisque la valeur était cotée en l'an 2000 et elle avait fait une énorme poussée, donc on va plutôt appeler ça une recovery, donc une action qui était au ras des pâquerettes pendant des années et puis qui est sortie par cette zone avec des volumes historiques et qui s'est envolée depuis. Là, ça me plaît plus. Ça me plaît plus, pourquoi? Parce qu'il y a un gap sous les pieds ici, un deuxième gap sous les pieds ici, c'est un gruyère. Il n'y a plus de dynamique haussière. Elle a tenté par 2 fois de passer les 70$, elle a été vendue. Donc à moins d'une grosse news avec gros volume qui fasse sortir de ce range-là par le haut, il me semble qu'il y a mieux à faire ailleurs. Ensuite, Alpine Ford Technology, ça c'est un petit exemple de, pareil, de naissance de trend following. C'est pas une Green Line Breakout, ça ressemble un petit peu à des titres qui étaient descendus fortement puis remontés vers leur cours d'introduction un peu à la Valneva. Donc là pareil, des mois, des années d'oubli. Et puis à un moment, un volume historique qui change tout, la naissance d'une dynamique haussière, et vous voyez récemment on a eu un beau niveau. On a eu une résistance touchée ici à 4,80, on rebaisse, on retouche, on rebaisse et boum, ça passe en force avec du volume. Ça, c'est un signal d'achat pour aller chercher 40, 50, voire même plus. Elle a gagné 90% en l'espace de 4 séances. Bien évidemment, c'est du trading sportif, mais je vous montre ces valeurs-là parce qu'il y a des valeurs françaises qui y ressemblent.
que ce soit dans les valeurs, les SPAC ou les introductions boursières ou les GLB ou le trend following. Les valeurs américaines que je vous montre en fait sont les plus belles, les plus beaux exemples, et en fait nous ce qu'on va essayer de trouver, soit on va aller aux États-Unis, mais soit on va essayer de faire la même chose sur des actions européennes. Donc, nous continuons cette émission avec la catégorie Trend Following. Là, le but, c'est de vous montrer parfois la naissance d'une tendance. On a déjà vu plusieurs exemples dans la partie France, dans la partie internationale, mais je continue. Il paraît que plus on répète, mieux ça rentre. Donc ici, c'était tout simplement un exemple sur une biotech américaine, une valeur donc plutôt volatile, très forte chute, et puis on a une sorte ici, ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple, d'un rounding bottom de très très long terme. Vous avez des cours qui vont baisser progressivement jusqu'à se stabiliser, jusqu'à repartir dans l'autre sens, avec à terme potentiellement donc la naissance d'une vague haussière, la naissance d'une tendance, et donc la possibilité de faire du trend following. Alors bien évidemment, c'est une action erratique qui fait des replis relativement forts, mais voilà, on peut partir du principe qu'après repli, potentiellement, il y a redémarrage. Donc, on va chercher à rentrer soit sur un support en cas de repli, soit sur cassure du précédent plus haut, afin de mettre à profit, justement, cette dynamique haussière. Ensuite, Aligne Technologie. Donc là, pareil, j'ai pris des actions dont on m'a parlé. C'est des exemples qui sont intéressants. Vous avez ici une valeur qui était dans une latéralisation qui a duré plusieurs années. Et son plus haut historique était ici à 400. Et un jour, elle sort de cette latéralisation avec un volume historique, ici, et une cassure historique et un gap historique. Alors en France, souvent, les gaps sont comblés. Parce que les actions sont un peu moins dynamiques. Aux États-Unis, je vous ai déjà expliqué que lorsqu'on a un gap qui correspond à une cassure de plus haut historique avec des volumes historiques, etc., que tout est historique, eh bien parfois ça peut continuer. Donc ici on a un test de la zone de gap, du gap, puis ça redémarre. On a des cassures de plus haut de plus en plus haut, et donc vous avez une dynamique haussière avec des plus bas de plus en plus haut et la possibilité de remonter vos stops de protection. À court terme, là, c'est pas facile de rentrer sur ce type de valeur. En plus, elle a un gros gap sous les pieds, mais sur consolidation, sait-on jamais. Si vous êtes déjà dedans et que vous faites du trading, à vous de voir si vous gardez un stop pile poil sous les plus bas des dernières séances, ou bien si vous gardez un stop sous la zone de gap pour vous donner un minimum de marge. Valeur française, cette fois, en trend following, Carmat. Donc Carmat, c'est une medtech. Une medtech, c'est une société qui fait de la recherche, non pas sur des médicaments, ça c'est les biotech, mais sur des technologies. Et Carmat travaille sur un cœur artificiel. Et depuis plusieurs mois, il y a un changement d'état d'esprit, car Carmat reçoit des validations pour son cœur artificiel et va commencer à en vendre. Donc ça va passer d'une medtech qui crame de l'argent à faire des essais à une medtech qui gagne de l'argent. Et ça change tout. Ici aussi, vous voyez qu'on a eu un volume historique absolument énorme dont vous aviez potentiellement profité. Je rappelle que j'avais fait une analyse haussière ici à 23 € avec objectif 31 et qu'on a ouvert pile à 33, donc il y avait 40% à gagner là-dessus. Et ensuite, on est revenu tester la zone de gap, mais vous voyez qu'on ne l'a pas comblée. Et ça montre que en fait, le marché ne veut pas aller plus bas et la valeur redémarre dans la foulée. Donc là-dessus, on va surveiller un hypothétique dépassement des plus hauts annuels, parce que potentiellement c'est un retour en force de ce dossier qui est passé de baissier à neutre à haussier, qui est là dans une zone neutre, dans un grand range, mais si on en sort par le haut, ça peut continuer de grimper, ce qui ne m'étonnerait pas, vu le changement sur ce dossier. Bien évidemment, je préférerais que la valeur revienne ici à 31-32 € pour en avoir sur repli plutôt que de l'acheter sur cassure. Delta Plus, ça c'est tout simplement pour vous montrer ce qu'on recherche, encore une fois. Valeur qui s'est cotée en 2017, qui a fait 2 ans de latéralisation, 3 ans de latéralisation même, puis un jour, il se passe quelque chose, et ça nous intéresse. La valeur sort de son range par le haut et inscrit un nouveau plus haut historique.
Et dans la foulée, c'est une belle aventure puisque les prix passent de 55 à 80 euros. On a donc en l'espace de quelques semaines 45% de hausse. Donc vous voyez, ça va moins nous intéresser cette zone de range. Par contre, le jour où on casse le range, qu'on fait un nouveau plus haut annuel, qu'on fait un plus haut historique, là, c'est qu'il se passe quelque chose et ça, c'est exactement ce qu'on recherche. NJEPS, c'est la même chose. Hausse hallucinante. Là, on a une latéralisation des prix, enfin une fluctuation des prix sous une zone de prix historique, les 14 euros, puis on a un plus haut historique à 16. La valeur cote depuis des années, 4-5 ans, et là, on a un changement d'état d'esprit. On a donc déjà la cassure de MM200 post-Covid, le retour sur MM200, le gap haussier avec volume, la cassure des plus hauts annuels, la cassure des plus hauts historiques dans la foulée. Donc vous avez une entrée, 2 entrées, 3 entrées, 4 entrées, 5 entrées, et derrière ça déroule. C'est ça qu'on recherche pour faire du trend following. On essaye de rentrer à un moment sur une cassure, un plus haut annuel, un plus haut historique, et on essaye de se laisser porter avec un stop large parce que, à force de voir mes émissions, vous aurez compris que quand une action casse son plus haut annuel et historique, c'est pas pour blaguer. Fastned à Amsterdam. Là c'est sympa parce qu'on a une green line breakout. Dans les premiers jours de cotation, elle avait fait 47 euros, puis c'est retombé complètement. Elle a été oubliée pendant 2 ans. Et puis là, elle s'est réveillée. Volume historique, cassure haussière. Revolume historique et même GLB avec cassure de nouveau plus haut. Mais elle retombe derrière, donc pas facile, on peut se faire stopper là-dessus. Mais on y retourne. Nouveau plus haut historique inscrit ici, le 8 janvier 2021. Qu'on aura pu prendre à la cassure. Vous n'avez pas pris la cassure, c'est pas grave. Il y a le pullback. Et on achète sur le pullback. Et ça redémarre. Et là, donc on a l'acheteur de cassure à 53, l'acheteur de pullback à 53, l'acheteur qui se place dans le redémarrage, ou dans la cassure haussière à 68, ou dans le nouveau plus haut annuel à 76. Et nous voilà encore 30% plus haut. Je vous ai parlé de Fastned dans l'émission fin janvier. On était à 60, on est à plus de 100 aujourd'hui. La valeur a gagné 60% en l'espace de 3 semaines. C'est ça qu'on cherche. Carl Ray, c'est pareil. On en a parlé il y a 2 semaines. Elle était sur MM20. Super belle tendance haussière de fond. Ça relance à la hausse le 2 février, le 3 février. C'est des signaux d'achat. Il y en a qui font du court terme, qui achètent les 40 euros. On monte à 49 rapidement. Ils encaissent 20%, ils sortent. Donc forcément, il y a des replis. Là, la valeur est en train de se mettre dans une stabilisation à plat. Et on espère, par la suite de cette stabilisation à plat, qu'elle sorte par le haut et qu'elle aille chercher de nouveaux records. Donc si on a acheté à 40 et qu'on n'a pas voulu encaisser 20% sur les cours actuels parce qu'on veut la garder et se laisser porter, eh bien on met un stop sous la zone de range. Donc ça peut paraître frustrant par moment parce que vous achetez à 40 ou 41, puis là vous avez un stop à 42. Du coup, si elle retombe, vous ne gagnerez que 2% et ça peut être frustrant. Mais encore une fois, vous perdez 2% alors que vous êtes allé chercher un potentiel de 30, 40, 50, 60%. Donc qu'est-ce que c'est que risquer 2%? En plus, c'est pas un risque de perdre 2%, c'est de ne gagner que 2% quand on peut aller en chercher 40 derrière. Autre exemple de valeur américaine, là c'est du GLB qui se transforme en trend following, car encore une fois, une action se cote en bourse, elle latéralise, elle donne son signal, c'est la GLB, elle est ici, et ensuite c'est la naissance d'une dynamique haussière de moyen long terme. Donc c'est le début d'un trend following. Donc une fois que vous êtes rentré sur GLB, on suit la valeur en trend following, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, c'est haussier, on achète les supports ou les relances ou les cassures de nouveau plus haut. Donc là vous avez un beau support à 140 qui a permis à certains de se placer, d'autres qui achètent dans la relance, d'autres qui attendront la cassure des plus hauts annuels et historiques pour pouvoir rentrer sur le dossier dans le sens de la tendance. Mediane Technologies, magnifique, magnifique. N'oubliez pas de sourire surtout. Mediane Technologies, ça faisait un bon bout de temps que je la suivais. L'année dernière avec Carbios, McPhee et Mediane, c'était les 3 pépites.
Et puis ce qui s'est passé en novembre 2020, c'est que Carbios et McPhee ont continué de monter et Median Technologies avait un peu d'eau dans le moteur. Elle a mis son temps. Après, il faut savoir laisser du temps au temps sur des beaux dossiers. Vous voyez qu'à moyen terme, il fallait bien qu'elle, qu'elle, qu'elle respire après une hausse de 1 à 8 euros. Elle a pris 700%. Il fallait bien quelques mois de consolidation, de prise en compte, de revalorisation de ce dossier par le marché. Je vous ai donné donc un graphique sur Twitter en vous disant que si on cassait les 8,12 c'était un signal, les 8,30 un autre signal, que si on cassait les 9,30 les plus hauts de 2020 c'était encore un signal. Je vous l'ai publié à 8,30, à 8,70, je vous l'ai publié à 9,50, à 10 euros. Voilà, si vous n'avez pas compris que c'était mon dossier préféré du moment, je peux pas non plus faire plus. Si vous en avez acheté à 8, 9 ou 10, vous gagnez 10, 15, 20% au cours actuel. À vous de voir si vous allégez un petit peu ou si vous gardez l'ensemble de la ligne. Et je rappelle que si on lève un petit peu les yeux du guidon, si on se prend un graphique mensuel, on peut constater qu'en fait Mediantech est un peu comme Valneva ou d'autres valeurs qui étaient sur des plus bas historiques l'année dernière, dans une revalorisation totale. On a un premier gros objectif long terme à 13 euros. Si, imaginons, elle arrive à continuer de monter, puis qu'il y a une news qui sort qu'elle casse les 13 euros, c'est encore un signal. Et puis la GLB est à 16 euros. Donc vous voyez ici, on n'attend pas 16 euros pour jouer une GLB, elle est à 11,50 euros. Mais quand on est rentré à 9 euros, si on lève un peu les yeux du guidon, même si on voit un haut de canal et qu'on se dit j'ai envie de prendre un peu de gain, on se rend compte qu'il n'y a pas trop de raison de sortir, puisque c'est super aussi en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières, qu'il y a de la place. Donc ne vaudrait-il mieux pas laisser du temps au temps sur un dossier magnifique, garder un stop sous les 9,30 €, et puis laisser faire, arrêter de trader tout le temps, de sortir, rentrer, puis de laisser courir tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et tant que les volumes sont là. Peut-être qu'elle va s'arrêter là. Là, j'ai un haut de canal que j'avais tracé, qu'elle avait frôlé. On est peut-être dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un haut de canal, vous pouvez couper 20 ou 30% de la position pour valider un beau gain et vous permettre de garder le reste sans broncher. Ou vous pouvez remonter votre stop de protection sur une partie de votre ligne. Imaginons que vous avez 1000 actions à 8 euros. On est à 11,65 €. Vous vous dites, 25% de ma ligne, ça fait 250 actions. Je vais remonter mon stop de protection pour 250 actions, soit sous les plus bas du jour, soit sous la clôture d'avant-hier à 10,80, soit sous la mèche à 10,35. Bref, vous allez remonter votre stop plutôt que de couper en vous disant, si ça monte, je laisse faire. Puis si à un moment donné, ça reflue, ça retombe, j'en couperai un bout par principe. Après, un beau gain. Ensuite, on parle de Spine-Guard qui attendait une validation FDA, qui a eu sa validation FDA, du coup ça cartonne. Alors Spine-Guard, c'est un cas rare, un cas particulier d'une valeur qui était délaissée, extrêmement baissière et qui cotait ne serait-ce que quelques centimes. Alors elle n'est pas au même niveau que Spineaway et Cybergun qui cotent 0,0 quelque chose. Je vous ai déjà dit que les valeurs qui cotaient 0,0 quelque chose, les cas où ça fonctionnait étaient vraiment extrêmement rares. Là, elle cotait 20 centimes et fallait attendre un signal, fallait attendre quelque chose. Le signal, il a été donné ici le mardi 15 décembre. Une news, une cassure des mêmes 200 et un volume historique. Alors oui, vous ne rentrerez pas au point bas à 0,20, vous rentrerez à 0,40 ou 0,50, mais on s'en fiche, puisqu'elle va à 3 euros derrière. Autre cas, vous avez loupé la hausse. Puis vous voyez que la valeur consolide à plat. C'est intéressant. Ici, on avait un achat hypothétique. Le 1er février, un beau chandelier haussier sur support avec volume, avec cassure des mêmes 20. Le lendemain, ça confirme. Le surlendemain, news, gap haussier, forte hausse. On casse les 1,50 qui étaient les plus hauts du range dans lequel on était depuis 3 semaines. Donc ça, c'est un signal d'achat fort. Pas de fumée sans feu, puisqu'on a des volumes historiques, encore une fois, un peu moins que les derniers, mais quand même très puissants. Et puis on a quelques jours de végétation avant la suite logique, si je puis dire. Les opérateurs avaient anticipé, spéculé sur une news de la FDA, la news sort,
Et là, franchement, encore un cas particulier où vous pouviez rentrer. Elle n'a pas gapé à la hausse. Normalement, sur l'effet d'annonce, elle aurait dû ouvrir à plus 30. Elle a ouvert à zéro. Elle a ouvert à zéro. Elle est même passée en négatif. Il y a un mec qui a vendu au plus bas du jour à 1,81 le soir même, était à 2,81. Lui, il doit se bouffer les doigts. C'est magnifique. La news tombe, il y avait le temps de la voir, il y avait le temps d'acheter, il y avait le temps d'acheter la cassure des 2 euros, de mettre un ASD au-dessus des plus hauts des dernières séances et de se dire si je suis pas là, mec, il y a quelque chose qui tombe. Je mets un ordre d'achat à plage de déclenchement à 2,10 €, 2,11 €. Et puis vous prenez 30-40% dans la journée. Donc maintenant la news est tombée, l'effet d'annonce a eu lieu, elle est remontée très fortement et maintenant elle consolide sa hausse récente. Mais tout ça pour dire que il y avait une entrée ici sur le bas du range, une entrée ici sur la cassure du range, une entrée sur le pullback du range et une entrée sur la cassure. Donc toujours ce système du trend following. On a des volumes historiques, on a la naissance d'une dynamique haussière, on achète les supports ou les relances ou les cassures de nouveaux plus hauts ou les pullbacks ou les nouveaux plus hauts ou les nouveaux plus hauts, même annuels ou historiques. Alors là, c'était pas un plus haut historique, mais un plus haut annuel et un cassure des plus hauts de l'année passée. Même à 2,50, il y en a qui ont acheté la cassure pour aller grignoter 20% rapidement. Et on finit la rubrique Trend Following avec Starpeak Energy Transition. Alors là, j'aimerais bien que vous fassiez juste une distinction importante entre les SPAC et les introductions boursières. Les SPAC, c'est la nouvelle mode aux États-Unis. L'année dernière, il y a eu plus d'entrées de sociétés en bourse via les SPAC que les introductions boursières. Quand vous voulez faire une introduction boursière, vous placez un prix d'émission, il y a une fourchette, les acheteurs se placent plus ou moins, et puis on fait coter l'action, et ça part. Les SPAC, c'est différent. On parle d'un véhicule d'investissement déjà coté avec sans volume, plus rien. Des investisseurs qui mettent une somme dedans en disant notre projet, c'est de faire un projet dans tel secteur, dans le cannabis, dans les satellites, dans l'énergie renouvelable, dans les véhicules électriques. Et à ce moment-là, en fait, la SPAC se réveille. C'est ici, avec l'entrée des acteurs, le lancement du projet. Et ensuite, si le secteur est porteur, que le dossier avance bien, etc., on a la naissance d'un trend following, d'une dynamique haussière, et c'est superbe. Il faut que vous sachiez, qu'une SPAC, donc ici ce chandelier-là, n'est pas un GLB. C'est pas une action qui avait déjà coté en bourse avant qui casse son plus haut annuel et historique. C'est un cas particulier de cotation via un véhicule d'investissement. Donc ne confondez pas les SPAC, les GLB. Et puis une fois que vous avez donc ce démarrage avec ces volumes historiques, faites bien attention que la volatilité est élevée, donc mettez des stops larges. Et puis quand vous achetez des cassures, bah voilà, ça peut gagner rapidement 20, 30, 40%. N'oubliez pas de prendre des gains parce que derrière ça peut retracer très fort avant de repartir très fort. Tout ça pour dire que si on trade les SPAC, faut être expérimenté, vaut mieux acheter les replis que les cassures, faut savoir mettre des stops, faut savoir utiliser des stops larges pour pas être en risque. Et on va maintenant passer à la rubrique GLB. GLB qui veut dire Green Line Breakout. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut écouter l'émission de la semaine passée. Dans cette émission, nous allons revoir des exemples. Je vous remontre l'exemple de la GLB parfaite. Qu'est-ce qu'une GLB? C'est une action qui a été introduite en bourse. Le cours d'intro ne nous intéresse pas toujours. Ce qui nous intéresse, c'est l'extrême qu'elle a touché dans les premiers jours de cotation. Ici, les 6,59, 6,60. Ensuite, la valeur va pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années rester sous son cours d'introduction et son plus haut historique, puis venir à un moment donné le tester. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la cassure du plus haut historique qui se confond avec la zone d'introduction. C'est à ce moment-là qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc ici sur Polyc-Meunerie, belle société bretonne qui fait des farines, vous avez eu une cassure d'un plus haut historique couplé au plus haut de l'introduction. C'était le début d'une superbe aventure. Certains d'entre vous en ont profité. J'ai dit que Polyc-Meunerie, le 8 janvier, était la GLB parfaite. Je pense que certains ont dû y aller derrière. Derrière, ça prend 50%. N'oubliez pas de prendre des gains, s'il vous plaît. Celui qui me dit « j'ai acheté Polyc-Meunerie à 12 €, je suis sorti en perte », déjà, vous achetez à n'importe quel prix. Et puis, voilà, il y a des règles.
On rentre sur les cassures, ou on rentre sur les pullbacks, ou sur les redémarrages. On rentre pas à n'importe quel prix, 30% plus haut, parce qu'on a loupé le train et qu'on veut en être. Donc ça, c'est un exemple. C'est la GLB numéro 1. La GLB parfaite, où au bout de quelques jours, quelques mois, quelques années de cotation, les plus hauts comme ça se confondent et sont très beaux. Ensuite, on va le voir, il y a des GLB qui sont un peu moins parfaites. J'ai appelé ça la GLB de type 2, c'est-à-dire que Valneva, par exemple, vous voyez, est une valeur qui a passé des années, 10 ans dans un range entre 2 et 9, et puis elle avait fait une GLB à 9. Je l'ai mis dans la catégorie numéro 2 parce qu'en fait, c'est pas une action qui était neutre sous résistance et qui pète d'un coup avec un gros potentiel. C'est une action qui vient déjà du bas de son range et qui vient de passer du bas au haut de son range, donc elle a quadruplé. Et qui, avec la force nécessaire soutenue par les news nécessaires, arrive à remettre un coup de collier supplémentaire parce que le marché se rend compte qu'elle est là et que c'est un beau dossier. Et donc sur Valneva, on a cassé les 8,79 euros, c'était la GLB, et dans la foulée, on prend 80% de hausse. Il faut savoir, quand on joue une GLB, qu'on gagne 20, 30, 50, 70% très vite, très fort, en encaisser un bout par principe, s'il vous plaît, quand même. Donc GLB de type 1, valeur vraiment très propre sous résistance, très fort potentiel. GLB de type 2, il y a un potentiel élevé court terme, mais ensuite le potentiel haussier moyen terme est un peu plus incertain. Du moins, il faudra laisser du temps au temps parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle vient de 2 et qu'elle est montée à 16. Et qu'elle a donc gagné 700% Valneva. Donc sur ces bases-là, GLB de type 1, GLB de type 2, et par moment, sur certaines valeurs, on verra qu'il y a des niveaux intermédiaires qui permettaient de rentrer avant la GLB. On va regarder ça ensemble. Alors, on va voir déjà Advicenne. Donc là, on est dans une GLB de type 2, type Valneva, c'est-à-dire que c'est pas une action qui était calée pile poil sous son niveau qui correspond à son cours d'introduction et à sa première journée, à son plus haut de la première journée, 14,15 ou 18 était le plus haut. Alors j'ai mis des niveaux, parfois c'est pas centime exact au centime près, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Donc ici ce que je disais c'est que la GLB est une résultante d'une tendance haussière qui était déjà appuyée. La valeur est ici passée de 5 à 14 euros avant de faire sa GLB. Elle a donc triplé en l'espace de quelques mois, soutenue par des beaux volumes. Donc c'est là où le potentiel post-GLB est un peu plus réduit. Voilà, c'est là où il faut de la news comme sur Valneva et Osé Immuno pour gagner rapidement 30-40%. Si c'est pas le cas, c'est parfois une arrivée en bout de course. À court terme, j'entends bien. À moyen terme, si on fait une GLB et qu'on casse le cours d'introduction et plus haut historique, c'est bien que le marché en pense différemment. Mais tout ça pour vous dire que voilà, en plus vous avez écouté mon émission, vous saviez qu'il fallait casser 13,35, il y en a qui ont acheté à la cassure de ça, il y en a qui ont acheté le lendemain à la cassure des 14,15€ sur la GLB, donc on est allé très vite à 16,20€, on a gagné 15-20% très vite. Et c'est pour ça que ça retombe et que ça latéralise, et peut-être que certains sortiront à zéro en disant oh, elle prend pas ta GLB. Non, c'est juste qu'il y a GLB de type 1, GLB de type 2, et que quand on est dans une GLB de type 2 d'un titre qui recasse des plus hauts annuels historiques avec volume et news, bah, y a un potentiel un peu plus important qu'une Advicenne qui est passée en force parce que la dynamique était là, puis parce que aussi vous étiez nombreux à chercher des GLB. N'oubliez pas, ça je le dis en toute transparence, que sur des petits titres, il y a des gens qui vont anticiper des GLB et les faire monter pour que d'autres rentrent sur les GLB et que les premiers puissent faire un beau gain. Donc ne vous faites pas piéger. Et puis vu que maintenant tout le monde fait des screeners GLB et cherche des GLB, bah, potentiellement ça va aller plus vite. D'ailleurs je vous en donne un exemple. Heureusement, c'est un exemple qui fonctionne bien et où tout le monde a gagné. Mais alors, c'est là aussi où je voulais initier un deuxième concept. Je vous ai parlé de GLB numéro 1, GLB numéro 2. Ici, j'aimerais vous parler de demi-GLB. Alors, vous allez dire, mais Nico, arrête s'il te plaît. Tu vas trop loin, mais ça me fait marrer. La demi-GLB, c'est quand on a un cours d'introduction et un plus haut historique qui sont faits dans la même séance, mais qui nous donnent deux niveaux historiques à surveiller. Et donc deux entrées.
Ici, on avait touché le cours d'introduction à 20 euros le 2 février. Et puis le 10 février, ça passe. Et je sais plus si je vous en ai parlé le 10 ou le 11 février. Mais en tous les cas, je vous ai dit, tiens, ça c'est une valeur à surveiller au cas où elle fait une GLB. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, en jouant la cassure des 20 euros, on joue la cassure des plus hauts récents et on joue la cassure d'un seuil psychologique qui est en plus le cours d'introduction. Donc c'est pas une GLB parfaite puisqu'on n'est pas sur un plus haut historique, on est d'accord, mais il y a déjà un ingrédient. Donc pourquoi ne pas rentrer sur 20 euros dans le sens de la dynamique haussière en trend following sur cassure de résistance pour ensuite compléter la ligne dans un deuxième temps sur GLB validé 10% plus haut. Et donc voilà, là, ceux qui avaient lu mon tweet et anticipé la GLB, bon bah bravo à vous, vous avez payé 20 euros, on est à 24 euros, vous gagnez 20% l'espace de 3 jours. Merci d'être venu. Simplement, vous voyez ici, c'est une action qui n'est pas très volatile, 50 000 titres, 40 000 titres au mieux, ça fait 800 000 euros. Voilà, c'est pas mon but de faire bouger des petites valeurs. Vous savez que je suis très à cheval là-dessus, que je fais attention aux manipulations de titres, aux pump, dump, etc. Voilà, moi je vous l'ai donné parce que je la trouvais parfaite, que c'était un bel exemple. Et certains d'entre vous sont rentrés avant le signal, d'autres après le signal. Tout le monde gagne, donc on est content. Mais voilà, mon but n'était encore une fois pas de décaler une petite action. C'est juste qu'il faut aussi se dire que qu'est-ce qu'une GLB? C'est une action en fait qu'à côté en bourse qui était délaissée qui d'un coup se réveille. Donc avant de se réveiller, il n'y a pas trop de volume en fait. Alors qu'au réveil, il y en a des énormes. Du moins dans les GLB numéro 1 d'un titre qui végète pendant longtemps sous résistance, il n'y a pas de volume. Sur une Valneva ou une OSE Immuno, c'est-à-dire une GLB niveau 2, là il y a du volume, puisqu'on vient de bas jusqu'à haut, on est déjà soutenu par des volumes énormes. Là les volumes ne viennent qu'avec les cassures. Mais en tous les cas, voilà, j'essaierai pour ma part de vous parler de plus gros titres que celui-ci. Ferricides Pharma, c'est une biotech qui s'est cotée récemment. Est-ce qu'un jour elle va nous faire une GLB ou pas? J'en sais rien. Toujours est-il que là, le cours d'intro le plus haut historique, c'est la zone des 16,30€, 16,40€. On est à 9 euros. Donc voilà, cette introduction boursière n'a pas été très recherchée. Et ce n'est qu'à la cassure des 16 euros. Donc je vais mettre une alerte à 15, que peut-être un jour on en reparlera. Reworld Media, alors ça c'est un exemple de belle GLB potentiel à venir. Alors j'ai l'impression que je l'ai mis dans la liste des GLB et qu'il y en a qui achètent, ou bien c'est qu'elle devait y aller. Mais ça, je trouve ça magnifique. On est à 3,30, elle gagne 10% aujourd'hui, elle est en train de se diriger vers ses plus hauts de 2019 qui correspondent à ses plus hauts d'introduction. On va dire que c'est une zone, il y a 3,40 en résistance, puis 3,60, puis un plus haut historique vers 3,70, donc là on peut rentrer en plusieurs fois. Mais en gros, vous avez ici un canal haussier sur Reworld Media. Si elle arrive à 3,40, 3,50, que ça passe pas, elle pourrait consolider. Mais si elle arrive à passer les 3,50, c'est qu'elle sort par le haut d'un canal haussier, qu'elle casse les plus hauts de l'année d'avant, enfin il y a 2 ans même, et son plus haut historique. Donc là, il y a un potentiel. Voilà. Quoi d'autre? Roche et Beaubois ensuite. Roche et Beaubois. Donc là, c'est l'exemple d'une petite valeur, donc je vais pas trop en parler. C'est une petite valeur qui cote que depuis 2 ans et demi. La GLB est à 23,80. Donc moi, sur ce genre de truc, je me mets une alerte à 23 euros et puis ou même ici, là, 22,50. Rentrer pré-GLB, confirmer sur GLB en renforçant sur la GLB et puis ensuite laisser courir si tant est que ça fonctionne. Ensuite, l'exemple d'une superbe GLB aux États-Unis, Snapchat, cotation en mars 2017. Ça baisse pendant 2 ans, ça remonte, ça se cherche. Et là, regardez à 30$ ce qui s'est passé en octobre 2020. Volume historique, cassure historique, gap historique. Donc là, encore une fois, on est aux États-Unis, donc on comble pas le gap, c'est un signal super fort. On rentre jamais sur ce champ de biais là, mais on peut rentrer sur la cassure du lendemain, ou dans une latéralisation, ou dans un nouveau plus haut, ou un autre plus haut, ou dans une latéralisation, ou dans un nouveau plus haut. Et ainsi, donc, une fois la GLB réalisée, on a une naissance de trend following et on fait du trend following. Twitter est une GLB potentielle, mais pour l'instant, ça reste du trend following. Regardez, l'action vient passer de 20
à 72 et son plus haut historique est à 75. Donc Twitter a eu des années difficiles, puis a stabilisé sa croissance et ses revenus publicitaires, a explosé avec le Covid. Et moi, je serais pas étonné qu'un jour Twitter se fasse racheter. En tous les cas, quand je vois les volumes, les gaps haussiers, etc., les mecs sont pas là pour blaguer. Un éventuel repli vers support serait génial. Une cassure de plus haut historique serait également symptomatique d'une tendance forte. Ensuite, je vais vous montrer une GLB de catégorie 2, mais comme on les aime. Vente unique, une valeur donc qui a baissé pendant 1 an et demi, qui est passée de 3 à 10 pour revenir faire sa GLB à 11. Et là, vous voyez, ça me plaît parce que on est arrivé, on a fait la GLB, on a consolidé, et puis on a continué dans le sens de la tendance. Donc c'était super propre. Là, on a une accélération haussière, des volumes forts, cassure de plus haut historique. On vient confirmer la GLB par un pullback, nouveau plus haut, long fleuve tranquille. Donc là, c'est différent d'Advicienne, par exemple, parce qu'on a une poussée haussière qui permet de casser le plus haut historique et de valider la GLB avec gros volume, et puis ça continue derrière. Enfin, il faut espérer que sur Advicen ce soit la même chose, c'est-à-dire qu'elle vienne de faire sa GLB gros volume cassure, que au pire elle pull back. Ici vous avez un gap à 13,80, donc en théorie Advicen vos stops sont sous 13,40. C'est ça qui fait que c'est un peu large, mais bon, si vous avez payé à 14,2 et que vous mettez un stop à 13,40, ça fait 80 centimes de stop, ça fait 5% sur une GLB, c'est pas grand chose non plus. Et vous espérez que ça concrétise par la suite. Alors là j'en ai une, et je vais vous dire de ne pas l'arracher. Le problème, c'est qu'elle est en train de passer, puis que les résultats sont parus hier soir. Vive la Bretagne! Après Ecomiam, spécialiste du surgelé, qui s'est coté en bourse et qui a fait une GLB directe. C'était trop beau. Où est-ce qu'elle est, Ecomiam? Regardez. Introduction, GLB, franchement, c'est trop beau. Après, elle est trop peu liquide pour que je puisse en parler, mais j'adore. Là faut pas passer sous les 16,70, mais voilà, GLB direct à 12 euros, on est monté à 20, donc ça c'était magnifique. Après donc Ecomiam, après Polic Meunerie que je vous ai montré tout à l'heure, donc les deux bretonnes qui ont été introduites en bourse et qui cartonnent, c'est au tour de Winfarm, spécialiste des produits de la ferme, nourriture pour animaux, qui se cote en bourse récemment, qui publie des résultats hier soir avec une forte hausse de son chiffre d'affaires et une anticipation de doublement de chiffre d'affaires et un EBITDA à 3,5% pour les années à venir. Et là, on est en cours de GLB. Donc ça, clairement, c'est magnifique. Ah, j'ai oublié HRS tout à l'heure. HRS, c'est Hydro Refueling, c'est la société d'hydrogène qui s'est cotée en bourse récemment. Alors là, c'est un cas un peu particulier de GLB puisque c'est une GLB rapide. On a eu une intro avec un plus haut à 35, on est resté dessous le lendemain et dès le 3e jour, on l'a cassé. Alors, sur le principe de la GLB, vous pouviez acheter la cassure des 35 et vous pouviez gagner 42% en l'espace de 2 jours. Donc bravo à ceux qui ont payé l'achat, bravo à ceux qui ont pris des gains. Moi, ce qui me fait peur, si vous voulez, par la suite, c'est que en fait, on soit en train d'inscrire un nouveau plus haut historique, puis qu'ensuite, ça redescende et que ça fasse sa vie un peu différemment. Parce que souvenez-vous, dans toutes les valeurs qu'on voit depuis tout à l'heure, il y a des valeurs qui font leur plus haut lors de l'introduction, et il y a des valeurs qui les font quelques jours après. Est-ce que je peux vous trouver un exemple? Vous voyez ici Rocher Beaubois. Elle cote à 22, elle baisse, puis hop, elle monte à 24. Donc elle fait une GLB, puis ensuite ça baisse. Alors mettons-nous d'accord, une GLB c'est quand même mieux, voilà, quand elle est faite 3 semaines, 3 mois ou 3 ans après le début de la cotation, c'est plus propre. Le cas de HRS, c'est un mélange de GLB et de trading, hein. C'est tout simplement une cassure de plus haut historique, donc on rentre à la cassure et puis on joue une accélération haussière. Le problème de cette boîte, c'est que pour l'instant, ça vaut rien et que c'est extrêmement cher. Du coup, faire du trading et aller chercher 30-40% rapido, pourquoi pas. Mais se dire, je rentre à long terme, c'est le début d'une GLB, ça va aller très haut, très loin. Voilà, permettez-moi d'en douter et de me tromper encore une fois si je me trompe. Et puis on finit avec Xpeng, que j'aurais d'ailleurs dû mettre dans les valeurs trend following.
Mais bon, je voulais vous montrer là la beauté de la GLB, je pense. On a eu l'introduction boursière, 2 mois et demi de latéralisation, cassure du plus haut, 25 euros, signal fort, ça triple derrière. En remontant les stops de protection, vous pouviez sortir dans la redescente. Et ça, bah, c'est le genre de valeur qu'on aime bien. Ça ressemble à l'IO, Auto, qu'on a vu tout à l'heure dans la rubrique Trend Following. C'est la même chose, c'est le même secteur. Donc on a une oblique qui passe par tous les plus bas, qui arrive à proximité des cours. Il y en a qui achètent le bas du range avec un stop dessous. Sinon, vous attendez la cassure du haut du range. Vous attendez donc au-dessus des 51,50$ pour pouvoir acheter dans le sens de la dynamique haussière sur signal haussier validé. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai essayé de vous montrer plein de points d'entrée, plein de façons de remonter les stops, du trend following, des GLB, des valeurs haussières en France, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Élargissez votre champ d'action. Tradez moins les biotech, tradez moins les actions à 0,0 centimes, tradez moins les actions baissières et vous verrez, vos performances n'en seront qu'améliorées. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, même si ça a été un petit peu long. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. Je vous retrouve sur Twitter, demain sur BFM, sur Bismart. Et puis, la semaine prochaine pour les marchés en action. Au revoir à tous.